démarrons cet après-midi d'entretien avec deux éminents scientifiques, des scientifiques de haut vol, deux astrophysiciens. Je pense que vous les avez reconnus, vous les connaissez, sinon vous ne serez sans doute pas venus aussi nombreux avec un tel entrain. Jean-Pierre Mélinet et Michel Cassé. Merci à vous d'être au Festival des étudiants du Sud. Faut-il vous présenter? Je vais m'efforcer de le faire brièvement. Jean-Pierre Mélinet, vous êtes parmi nous pour nous parler de vos ouvrages. Vous êtes tous les deux des littéraires également, des scientifiques et des littéraires. Alors vous êtes donc astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, mais donc aussi écrivain, poète, passionné d'art et artiste vous-même. Votre précédent livre, Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh, un livre que je vous recommande chaleureusement, se situe aux confluences de vos passions. C'était autant une biographie qu'une réflexion d'historien de l'art, enrichie d'une dimension scientifique et poétique assez exceptionnelle. C'était une enquête d'un genre très particulier qui se dévore et qui s'admire via les œuvres de Vincent Van Gogh et tout ce que vous apprenez, parce qu'il est encore possible d'apprendre des choses sous un angle vraiment original sur cet immense peintre. Et votre dernier livre, c'est ce journal Idéoclaste, un livre vraiment original également, puisque c'est un journal qui couvre la période 2014-2023, et on a droit à des réflexions intenses sur finalement tout ce qui nous entoure, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et puis, mentionnons quand même au passage la réédition de cet excellent ouvrage, L'écume de l'espace-temps, qui va vous amener à échanger avec votre ami, Michel Cassé, qui co-signe avec Joseph Silk au croisement des univers parallèles, également chez Odile Jacob, un ouvrage également de démocratisation scientifique, avec un niveau d'exigence élevé, mais qui donne envie toujours d'en savoir plus sur ces questions dont on entend beaucoup parler, mais finalement qu'on connaît assez peu. Alors Michel Cassé, vous êtes également astrophysicien littérateur, m'avez-vous dit, directeur de recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, auteur de nombreux ouvrages, dont Du vide et de la création, qui a été un très grand succès. Et donc, ce livre, on aurait tort de le considérer comme sèchement scientifique, en dépit d'équations assez déconcertantes pour les profanes que je suis. Vous explicitez tout ceci avec une certaine poésie, je l'ai dit, on reviendra là-dessus. Il y a des phrases, des intitulés de chapitres qui font penser à des haïkus, mais on y reviendra. Dans ce livre, il y a plusieurs dimensions. On a un QR code, on a des graphiques, des schémas explicatifs, et donc même un poème. Cette lettre à un jeune astronome, moi, qui finalement est un poème, on pourra peut-être le lire, pour expliciter vos réponses à des questions très larges et très actuelles. On parle de tourisme spatial, de civilisation extraterrestre, et peut-être qu'on pourra en discuter. Là, vous étiez lancé, avant qu'on se fasse interrompre pour venir à cette conférence, sur les vertus de l'hydrogène naturel. Alors, une petite question que vous pouvez commencer, qui s'adresse à tous les deux. Vous êtes tous les deux d'éminents chercheurs, deux astrophysiciens. Où en est cette science actuellement, là, en 2024? Il y a un paradigme scientifique. Quel est-il? Si on peut le résumer, s'efforcer de le résumer, je ferai une réponse sans doute concise. Tu me donnes la parole? Oui. Comme vous le savez, les sciences de l'univers sont les plus anciennes des sciences, ça remonte à plusieurs milliers d'années, mais il y a une accélération des savoirs, due à la fois à l'élaboration de théories nouvelles, de plus en plus performantes, jamais parfaites et complètes, bien entendu, et puis évidemment, le développement d'instruments tout à fait extraordinaires. On a tous entendu parler du James Webb télescope et puis de ces grands télescopes au sol et dans l'espace qui permettent de sonder les mystères de l'espace et du temps. Alors oui, dans toute discipline de l'esprit humain, il y a ce qu'on appelle des paradigmes, c'est-à-dire des cadres de pensée dans lesquels on fournit une sorte de langage commun pour travailler. Alors ça a des vertus, les paradigmes, ça a aussi des défauts, parce que lorsqu'un paradigme dure trop longtemps, il finit par se figer dans une forme d'orthodoxie qui est un petit peu contraire à la démarche scientifique, qui va toujours essayer de creuser davantage. Bon, désolé pour ces généralités, mais donc pour répondre plus précisément à la question où en sont les sciences de l'univers aujourd'hui, on est dans une période, je pense, assez enthousiasmante,
Pour l'explosion de l'univers, j'entends, parce que pour le reste, et comme je le raconte dans mon journal d'Idéoclaste, c'est un petit peu l'inverse. Mais pour les sciences de l'univers, dans une période enthousiasmante, parce que c'est vrai que le développement et le lancement d'instruments tout à fait extraordinaires ont permis de transformer une science qui existait depuis des décennies, qui s'appelle la cosmologie, c'est-à-dire la science, l'étude de l'univers dans sa globalité, c'est une propriété à grande échelle, des grandes questions, l'espace est-il fini ou infini, le temps est-il éternel ou pas, y a-t-il un début, y aura-t-il une fin, tout un ensemble de choses. On avait des modèles, mais on n'avait pas une cosmologie de précision. Or, depuis le lancement d'un certain nombre de grands télescopes placés dans l'espace, à partir des années 70, 80, 90, et ça s'est accéléré, on a maintenant des mesures qui permettent d'affiner ce qu'on appelle les paramètres fondamentaux de l'univers. Donc on a effectivement ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qui est essentiellement fondé sur l'idée de Big Bang. On a également dans nos domaines ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, qui est gouverné plutôt par la physique quantique. On a également un modèle standard, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. S'ils sont standards, ça veut dire que ce sont des paradigmes, des cadres de pensée sur lesquels la plupart des chercheurs travaillent, parce que c'est un outil efficace pour travailler. Mais comme je le disais, chacun de ces modèles a des limites. Aucun modèle scientifique n'est jamais définitif. Il faut toujours creuser plus profondément. Donc la théorie, le modèle cosmologique standard, il a ses limites parce que la théorie qui en forme le sous-bassement, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, une des plus géniales théories de la physique de l'histoire, elle est imparfaite. Elle prévoit notamment des choses assez bizarres et un petit peu inadmissibles qu'on appelle des singularités, c'est-à-dire des lieux ou des non-lieux de l'espace et du temps où tout devient infini. Donc le physicien répugne à ce genre de choses, ce qui serait le cas du Big Bang au sens strict du terme, ou de ce qui peut se passer au fond d'un trou noir. De l'autre côté, le modèle standard de la physique des particules fonctionne extraordinairement bien, mais il a également ses limites. Par exemple, il y a certaines expériences qui vont au-delà des modèles standards. Donc, dans le modèle standard, je ne veux pas être trop compliqué, mais il y a une particule élémentaire qui s'appelle le neutrino. Il a une masse nulle dans le modèle standard. Or, des expériences récentes montrent que le neutrino n'a pas de masse nulle. Donc, il faut aller au-delà du modèle standard. Et voilà l'un des grands projets de la physique fondamentale, qui fait d'ailleurs l'objet de mon livre sur les cubes de l'espace-temps, et j'imagine une bonne partie également du livre de Michel, c'est essayer là de concilier ces deux théories. Et c'est difficile, on appelle ça des théories de gravitation quantique. Et bon, je parle surtout en tant que théoricien, parce que je ne suis pas astronome. Hein, voilà. Donc je dis sur le plan de l'astronomie, on a des catalogues incroyables maintenant, de milliards de galaxies, de milliards d'étoiles, des choses absolument prodigieuses. Maintenant, le vrai problème, c'est y a-t-il une théorie unificatrice derrière de centaines de chercheurs brillants travaillent dessus depuis des décennies, de se casser les dents sur ça, au point que certains commencent à se demander est-ce que vraiment il y a une théorie unique, ultime, qui permettrait d'unifier les deux. La question est posée. Michel. Bien, moi, j'ai une approche très semblable, mais en réalité, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la concordance, ou plutôt la complicité entre la pensée antique et la pensée, la fine pointe de la physique. Sans le savoir, nous labourons la poussière des étoiles qui nous a été apportée par le vent et buvons l'univers dans une goutte de pluie. Parce que là, il est composé d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est la cendre, entre guillemets, de l'explosion originelle, du Big Bang, et de l'oxygène exhalé par les étoiles. Et votre micro, pardon. Donc je disais que l'aastrophysique se remet dans la démarche des présocratiques qui parlaient des étoiles sous les olives. Elle est née lorsque Galilée, en voyant les montagnes sur la Lune, a prononcé une phrase capitale pour nous: la Lune est terrestre. Nous inversons l'argument en disant plus exactement qu'il existe une équation définition physique, c'est Terre égale ciel. Ce qui nous entraîne à penser
incompréhensible. Et on arrive à penser que l'astrophysique réécrit la Genèse. Et dans cette Genèse, la lumière n'est pas première, la lumière est par rapport au vide, ce que la fille est par rapport au cœur. Parce qu'avant la lumière est une forme que nous avons certainement discuté, qu'on appelle le vide, au sens quantique du terme, un vide paradoxal, qui est plein de toutes les naissances. Et celui-ci est un écarteur d'espace. C'est lui qui met en marche les galaxies. C'est lui qui se transforme en lumière. Et la lumière donne naissance à la matière et à son double antagoniste et mortel qu'on appelle l'antimatière. Il y a une guerre dans le ciel et la matière domine. C'est-à-dire que vous, les étoiles, Jean-Pierre et moi, nous sommes les héritiers de cet holocauste. Donc, il est frappant de voir qu'on peut se dire aussi que matière et antimatière, cette lutte, cette guerre dans le ciel, a quelque chose à voir aussi avec le mythe de l'androgyne universelle de Platon. Dans la mesure où les choses naissent doubles, parfaites, et donc dans le banquet de Platon, Aristophane raconte que Zeus a été offusqué par l'existence de l'androgyne platonicien qui était parfait. Il a demandé à Arès, le dieu de la guerre, de couper en deux. Et depuis, les deux entités n'ont cessé de se rejoindre, comme matière et antimatière dans le ciel. Donc, si vous voulez, l'astrophysique, à mon sens, est une forme quasi mythologique. Il convient de quantiser, de chanter, aussi bien que de calculer. En fait, nous calculons notre rêve étoile. Ça reste quand même très peu. Votre façon de vous exprimer, ça peut nous amener très très loin, et c'est précisément ce que vous faites. Alors, vous avez abordé des notions qui, moi, en tant que béotien total, sont d'un fou. Pareil, par exemple, de trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, simplement, si c'est possible, ce qu'est un... Alors, trou noir, bon, c'est un de mes objets d'étude favoris. Les trous noirs sont une prédiction théorique, d'abord apparemment incontournable de la théorie de la relativité générale d'Einstein, même si le père de la théorie, Albert Einstein, n'y a pas cru. Heureusement, d'autres ont poursuivi et affiné les calculs. Mais c'est resté assez longtemps des objets théoriques, jusqu'à ce que, et moi-même, lorsque j'ai commencé mes recherches d'astrophysicien, théoricien, sur des choses bizarres comme la singularité de l'espace-temps, je voyais que les trous noirs, qui m'intéressaient de par leur propriété incroyable de distorsion cosmique, distorsion de l'espace, distorsion du temps, et moi, de par ma formation initiale de géomètre, j'étais forcément intéressé par ces propriétés étranges, la façon dont le trou noir distordait l'espace et le temps, et donc notre perception. Eh bien, je me suis intéressé à ces objets en voyant quand même une forme d'incrédulité dans la communauté astronomique dans laquelle je rentrais, puisque j'ai commencé à travailler à l'Observatoire de Paris-Meudon, où j'étais davantage entouré d'astronomes que de physiciens théoriciens, comme moi je l'étais. Et une raison pour laquelle aussi je me suis intéressé à ces objets, c'était que c'était le parangon de l'invisibilité. Donc pour un astronome, lui, il fonde l'essentiel de sa connaissance de l'univers sur la lumière, précisément. Or, le trou noir, par construction, n'émet pas de lumière. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, grâce à une belle suggestion de mon directeur de recherche de l'époque, Brandon Carter, qui était un des papes de la théorie des trous noirs, aux côtés de Stephen Hawking et de Roger Penrose, qui était venu en France pour diriger le petit groupe dans lequel j'entrais. Il m'a dit un jour, dessine-moi un trou noir. Il savait que j'étais passionné de dessin. C'était une époque où également je faisais de la gravure, de la lithographie, etc. Donc j'ai relevé le défi parce que c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Alors ça veut dire quoi, dessine-moi un trou noir? Ça veut dire dessine-le-moi correctement. C'est-à-dire ne me fais pas une vue d'artiste avec une sphère noire entourée d'un tourbillon de gaz autour, même si la réalité, il y a bel et bien une sphère noire qui est la surface du trou noir, qu'on appelle l'horizon des événements, ou son ombre, quand elle est un peu élargie
par un effet de mirage gravitationnel, et entouré d'une structure lumineuse, par exemple un disque de gaz en rotation et brillant. Donc je mis en œuvre quelques équations de la relativité générale permettant de calculer toutes les déformations optiques que la courbure de l'espace-temps imprime pour voir ce disque d'accrétion, ce disque de gaz, de manière assez étonnante, où on voit la totalité du dessus un petit peu déformé, on voit simultanément le dessous complètement déformé, et tout un ensemble donc, de phénomènes physiques qui m'avaient permis effectivement en 1978, et 45 ans maintenant, de produire la première image virtuelle d'un trou noir. Sans me douter que 40 ans plus tard, alors après j'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets, mais sans me douter que 40 ans plus tard, en 2019 très précisément, un consortium de 200 chercheurs appartenant à différentes institutions a réalisé un réseau de télescopes, de radiotélescopes à l'échelle mondiale pour arriver à la finesse de vue nécessaire pour détecter, prendre des images ou reconstruire plus exactement des images télescopiques, cette fois-ci, de trous noirs géants, gigantesques, situés au centre de galaxies lointaines et qui ont confirmé les calculs que j'avais faits. Ça a été une de mes belles aventures scientifiques, pas la seule, mais une de mes belles aventures scientifiques. Et parmi les autres aventures, je laisserai aussi la place évidemment à Michel d'en parler, celle sur laquelle je suis davantage impliqué depuis une dizaine d'années, ce sont justement ces théories de gravitation quantique auxquelles j'ai fait brièvement allusion, un défi intellectuel absolument incroyable, et dans beaucoup de ces théories, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, de la gravité quantique à boucle, ma préférée c'est la géométrie non commutative, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, mais peu importe. Mais dans la plupart de ces théories, il y a un concept fondamental qui entre en jeu, c'est l'énergie du vide quantique. Et là, je vais laisser la place à Michel pour en parler, parce que cette énergie du vide quantique, elle pourrait être au début de toute chose, avant même l'espace, avant même le temps, avant la gravitation. Tout pourrait émerger, des phénomènes d'émergence d'un substrat fondamental, le vide quantique, et elle pourrait continuer à agir aujourd'hui, peut-être sous la forme initiale ou sous une autre forme, pour expliquer une observation fondamentale qui a été faite il y a une vingtaine d'années, c'est que la vitesse d'expansion de l'univers, elle accélère au cours du temps. Alors Michel, justement, dans votre livre, vous évoquez les trous noirs, jeunes et vieux, petits et grands. J'ignorais pour ma part totalement qu'il y avait autant de variétés, il y a autant de trous noirs. C'est toute une faute. Mais pour illustrer ce que Jean-Pierre... pour illustrer... Je suis débranché. Le ciel m'appelle. Je vais partir par le plafond. Tiens. Ça va mieux? Bon, alors, pour simplifier, je dirais que le vide quantique, c'est la meilleure approximation de Dieu en physique. Sauf que cette analogie est regrettable pour la raison que quantique signifie fluctuant. Un Dieu fluctuant est peu, je dirais, enthousiasmant pour la religion judéo-chrétienne islamique, mais les gnostiques s'en saisiraient. Parce qu'en réalité, ce vide est capricieux. Donc c'est à la fois une banque et une agence de communication. C'est-à-dire qu'on peut emprunter, la nature emprunte au vide une certaine énergie, qu'elle doit rembourser d'autant plus vite que cette énergie est élevée. On appelle cela incertitude entre l'énergie et la durée. Dans ces conditions, il émerge du vide comme des poissons volants, qui sont des particules dites virtuelles, qui mettent en rapport les particules réelles, c'est-à-dire que les liaisons entre les éléments de base de la physique sont assurées par des particules qui sortent du vide et qui y reviennent. Donc, le vide est une banque et une agence de communication, puisque le vide met en rapport les particules qui constituent notre monde. Et donc, je disais,
métaphoriquement bien sûr, que c'est la meilleure approximation de Dieu en physique. Pourquoi? Parce que ce vide est un écarteur d'espace, donc il crée l'espace. C'est le Père de la lumière. Donc la lumière est par rapport au vide ce que la fille est par rapport au Père. Donc dans notre Genèse, la lumière vient en seconde, elle n'est pas première, ce qui est une révolution théologique, on peut l'admettre. Et ce vide, comme Jean-Pierre a dit, était dominant. Nous sommes entre deux vides, le vide du commencement et le vide de l'éternité. Le vide du commencement, c'est celui qui a mis l'univers en expansion, c'est-à-dire qui fait que les éléments, les galaxies, si vous voulez, s'écartent les unes des autres. Et ce vide revient. Donc, on peut caractériser différentes aires dans l'évolution de l'univers. Donc, le vide, le premier vide, ensuite l'ère de la lumière, qui donne naissance à la matière et à l'antimatière, qui sont deux formes opposées, qui jaillissent du vide, justement, elles sont plus et moins. Et si elles jaillissent de cette manière, elles respectent la neutralité du vide, parce que le vide, par définition, est neutre. On ne le voit pas, donc il n'est pas chargé d'électricité. Il est caractérisé par une parfaite neutralité. Donc, chaque particule, chaque électron qui jaillit du vide est accompagné d'une particule de charge opposée, de même masse et de charge opposée qu'on appelle le positon. Et ces deux entités n'ont de cesse qu'à se rejoindre pour redonner la forme, pour revenir dans le vide, pour redonner la forme neutre. Donc voilà en première approximation ce qu'est le vide.